Bonjour mes petits axolotes. Ouais, non en fait je vais faire cette vidéo un peu moins avec un peu moins de pêche que d'habitude parce que c'est dimanche quoi. Dimanche on se pose tranquille, on boit un petit café. Et en fait, vous connaissez la musique. Vous connaissez la musique parce que vous êtes de grands mélomanes, et c'est aussi pour ça que je vous apprécie. Non, attendez, avant qu'on parte là-dessus, on est 6000 sur cette chaîne. Je voulais qu'on fête ça parce qu'on n'a pas pris le temps de le fêter. Donc on est 6000 sur cette chaîne, c'est super. Merci de vous abonner, merci de porter cette chaîne. L'objectif évidemment, c'est qu'on arrive à dépasser les 10 000 abonnés cette année, ce serait quand même pas mal. Donc vous savez comment ça se passe, vous vous abonnez, vous likez cette vidéo en masse, vous partagez mes contenus avec vos camarades qui ont aussi envie de se faire de grosses thunes, et ceci étant posé, on va attaquer cette vidéo, et donc vous savez, vous connaissez la musique comme je vous le disais, c'est une bonne idée quand on investit, de savoir un petit peu où on va, vous voyez, dans quelle direction on est, où est-ce qu'on a envie d'aller, d'où on vient, bien sûr, faut toujours se demander d'où on vient, et se demander s'il y a des ajustements qu'on a envie de faire à notre portefeuille, et également avoir une idée de comment on performe, et donc pour savoir comment on performe, la bonne pratique c'est de se comparer par rapport à un indice. Et donc c'est pour ça que de temps en temps je vous fais cette vidéo où je fais le point sur mon portefeuille et je regarde si je suis largué par rapport au SP500, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vous savez que moi j'aime bien faire des tops et des flops. Vous voyez, des tops et des flops de mes positions qui poussent la performance de mon portefeuille vers le bas, et puis des positions qui entraînent la performance de mon portefeuille vers le haut. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des tops et des flops? C'est, vous voyez, il faut se demander, mes entreprises qui sont dans le flop, d'une part, est-ce que je comprends, est-ce que j'y crois, ou est-ce que je pense que ça va se casser la figure et ça va aller vers zéro? Et si je crois à ces entreprises, c'est une bonne idée de les renforcer. Et côté top, c'est un petit peu la même question, c'est se demander, mais est-ce que cette entreprise a quelque chose à faire dans les tops? Et si je me rends compte que c'est une entreprise qui est en train de surperformer et que j'ai des doutes sur le fait qu'elle pourra surperformer comme ça à l'avenir, je pourrais décider de vendre. Donc c'est en faisant les tops et les flops que je prends mes idées pour savoir ce que je veux alléger, ce que je veux renforcer, etc. Alors, donc côté flop, Nvidia, c'est pas une surprise. Nvidia, moi je le laisse comme ça, c'est pas une entreprise que j'ai envie de renforcer, parce que si vous voulez que Nvidia pourrait faire x10 ou aller à 0, ça me surprendrait pas. C'est une entreprise que je comprends pas très bien. Je sais qu'ils font des cartes graphiques, donc c'est important pour le gaming, c'est important pour le minage de crypto-monnaies, ce genre de choses, mais voilà, j'y connais pas plus que ça dans cette entreprise. Je l'ai acheté parce que c'était une entreprise qui était souvent dans les portefeuilles des gens qui s'orientaient croissance, et je voulais qu'il y ait une dimension de croissance dans ce portefeuille. Donc j'avais regardé les chiffres et je m'étais dit, mais c'est fou la vitesse à laquelle cette entreprise croît. Mais voilà, pour le moment c'est une grosse déception. Je la laisse. J'ai pas spécialement envie de la renforcer parce que j'ai la flemme en fait de me plonger dans cette entreprise et de creuser pour savoir si elle a vraiment une place dans ce portefeuille. Je la laisse, on verra bien. Ensuite, il y a Alphabet et Microsoft, et donc ça, Alphabet et Microsoft, c'est effectivement une surprise, parce que ça, c'est des entreprises qui sont censées tirer la croissance de mon portefeuille vers le haut. Donc c'est typiquement le genre d'entreprise que j'ai envie de renforcer, plus Microsoft qu'Alphabet, parce que Microsoft verse un dividende, et c'est un dividende qui s'apprécie régulièrement, mais donc c'est pas impossible que je me fasse la semaine prochaine un petit renfort dans Alphabet et Microsoft, mais pour pas que mon portefeuille dérive trop côté croissance, je vais également renforcer, je pense, soit mes entreprises qui versent des gros dividendes, là, les entreprises côté rendement, soit je vais renforcer un ETF dividende. J'aime beaucoup cet ETF dividende, là, l'ETF Vanek, qui rassemble les entreprises à l'échelle mondiale qui versent les plus beaux dividendes. Il a bien performé dans mon portefeuille, mais voilà, je pourrais décider de renforcer ça en même temps que je renforce Microsoft, on va voir. Alors, côté des entreprises qui performent le mieux, donc on a Total Energy. Alors pour moi, Total Energy à ce niveau-là, c'est une anomalie, parce que c'est pas du tout une entreprise que j'ai pour sa croissance, c'est une entreprise que j'ai pour son rendement. Portefeuille, j'ai une petite position, vous voyez, je dois avoir 5 actions totales, mais dans mon autre portefeuille, le portefeuille de Giro, je vous l'ai montré en live, hein, allez voir le dernier live qui s'appelle Balance ton ETF, là, avec Félix, je vous montre l'ensemble de mon portefeuille de Giro, donc si ça vous dit, allez voir ça. Je crois que je dois avoir une quarantaine d'actions totales dans ce portefeuille, et j'ai hésité, en fait, parce que sur le portefeuille de Giro, j'ai fait, je crois, 100%, pas loin de 100% sur Total. Vu que c'est pas une entreprise que je mets du côté croissance, je pourrais hésiter, mais d'un autre côté, c'est ma seule position dans le secteur de l'énergie, à part mon ETF, là, qui investit dans les énergies propres. Voilà, j'hésite à me séparer de Total Energy parce que j'ai besoin d'énergie dans mon portefeuille, et voilà, c'est une entreprise qui a quand même de belles perspectives d'avenir, parce que ça fait partie des grosses majors pétrolières
pétrolières qui sont les plus engagées dans la transition énergétique, et ils versent un beau dividende, ils versent de temps en temps des dividendes spéciaux, ils rachètent leurs actions, donc voilà, je pourrais décider de la vendre, mais je décide de la garder parce que j'ai pas d'exposition au secteur de l'énergie, et voilà, je suis content d'avoir cette belle boîte française dans mon portefeuille. Ensuite, Merck. Alors Merck, j'ai vraiment hésité aussi, parce que Merck, c'est une boîte qui a vraiment tapé ses plus hauts, donc on est dans une boîte de pharmacie, et donc je suis allé voir, enfin pas de pharmacie, pas de magasin, mais de développement de médicaments, vous voyez, et donc je suis allé voir un petit peu les finances de cette boîte, et en fait c'était trop bête de la vendre juste pour une question de prix. Effectivement, elle est en train de taper ses plus hauts historiques, et c'est pas une boîte que j'ai tellement pour la croissance, celle-là c'est typiquement les boîtes mixtes, où j'espère un peu d'appréciation du capital et un dividende qui s'apprécie bien, mais en regardant ses finances, c'est tellement beau que j'ai pas envie de la vendre. Vous voyez, quand on regarde par exemple la croissance du dividende, vous voyez que c'est un dividende qui croît régulièrement et qui devrait continuer à croître à l'avenir. Vous avez un BNA, donc un payout ratio qui baisse constamment parce que l'entreprise est capable à la fois d'augmenter son dividende mais aussi d'augmenter ses revenus. Donc c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir. Vous avez un free cash flow qui augmente également fortement et régulièrement. Vous avez une boîte qui est en train d'avoir de moins en moins de dettes. Donc voilà, je me suis dit, enfin je suis vraiment allé regarder en me disant mais ce serait pas mal de la vendre parce que j'aurais pu vendre avec une belle plus-value. Mais voilà, c'est une entreprise qui est intéressante, qui apparemment a de belles perspectives d'avenir. Donc je vais garder ça. Je vais pas la renforcer, mais je vais collecter tranquillement les dividendes en attendant, en espérant avoir de belles augmentations de dividendes. Et puis finalement, on a Starbucks, et Starbucks c'est un peu pareil. Vous vous rendez compte, avec Starbucks, on est à près de 40% de plus-value. Et ça, pour le coup, Starbucks, pour moi, c'est une boîte de croissance parce qu'ils ont un modèle qui est... Enfin voilà, c'est comme si vous achetiez McDonald's il y a très longtemps. C'est une boîte qui ouvre régulièrement des cafés. C'est une boîte qui innove dans la manière dont elle peut faire payer ses clients avec des systèmes quasiment de banque qui permettent aux gens de créditer leurs comptes, etc. avec des programmes de fidélité. Donc c'est une boîte qui est aussi innovante côté fintech. J'aime bien ses produits, moi j'aime bien ses cafés. C'est vrai que c'est tentant de vendre une boîte quand on atteint ce niveau-là, mais c'est pareil. Starbucks, c'est une boîte qui a connu un trou avec la fermeture de l'économie chinoise. J'imagine que ça va se dénouer, que ça va se réouvrir. On est sur une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son dividende et qui dans le même temps a un payout ratio qui baisse. Donc c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille. Voilà, cette boîte a sa place dans mon portefeuille. Je suis content que ça a été un si bon pari. Je dis pas que je vais renforcer sur ces niveaux, mais ça m'étonnerait pas de voir Starbucks à 130, à 140, à 150. Donc je reste investi dans cette entreprise. Alors côté ETF, ce qui performe le moins bien, c'est un ETF qui investit dans la zone Asie-Pacifique, dans les entreprises qui ont les meilleures performances RSE. Donc voilà, de toute façon l'Asie, je suis pas vraiment bullish sur l'Asie. J'en ai un peu dans le portefeuille pour être diversifié, mais c'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de renforcer. Il y a tellement d'autres choses intéressantes à acheter que je vois pas pourquoi j'achèterais de mauvaises entreprises sous prétexte qu'elles sont en Asie. Et puis côté ce qui performe le mieux, c'est les dividendes, hein, et ça on le sait. Quand vous êtes capable d'être exposé à des entreprises qui ont des beaux dividendes, en général c'est que vous êtes exposé à de belles entreprises, et donc mon ETF qui investit à l'échelle mondiale dans les entreprises qui versent de hauts dividendes, il performe très bien. Si vous voulez, si les marchés se remettent en mode croissance, j'arrêterai de renforcer la tech et je me mettrai plutôt en mode rendement. Je pense que c'est bien d'être anticyclique, donc je renforce les boîtes tech parce que tout le monde en a peur, et si les gens se remettent en mode je veux acheter des boîtes de croissance, etc., je me remettrai à acheter plus les boîtes de rendement. Voilà, alors il reste à voir comment mon portefeuille performe par rapport au SP500. Donc quand j'avais ouvert ce portefeuille, je l'avais mis en base 100 par rapport au SP500, et ce que je fais, c'est que je compare la performance de mon portefeuille par rapport à celle du SP500 en déduisant évidemment de ma performance l'argent que je rajoute à mon portefeuille. Sinon, ce ne serait pas une compétition équitable. Et donc, comme vous le voyez, mon portefeuille est en rouge, et à peu près depuis le début, on est en train de surpasser le SP500. Donc on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Mon objectif évidemment, c'est d'être capable d'avoir une meilleure appréciation du capital que le SP500 tout en ayant un meilleur rendement que le SP500. Évidemment, c'est très difficile, c'est un objectif qui est très ambitieux. Pour le moment, on s'en sort pas trop mal, mais voilà, ça fait que 1 an qu'on a commencé à mesurer, donc on va voir ce que ça donne sur le long terme. En tout cas, pour le moment, le super VIC bat le SP500. Et c'est quand même intéressant quand on y pense, parce que quand vous avez tous ces mecs là qui prétendent que ce sont des kings
alors qu'ils ne montrent jamais leur performance. Vous avez plein de gens qui donnent des conseils, qui vous disent ouais, les dividendes ne rapportent rien, mon popotin sur la commode, etc. On aimerait bien voir leur performance mesurée de temps en temps. En attendant, moi je suis pas quelqu'un qui prétend savoir investir. Je fais quelque chose de très simple, je vous montre tout. Et l'objectif c'est pas de vous faire croire que je suis un ouf en investissement pour vous vendre des formations en investissement. Non, l'objectif c'est que vous voyez ce que ça fait quand quelqu'un qui est passionné par l'investissement investit régulièrement. En suivant cette chaîne, vous pourrez voir ce que ça donne sur le très long terme, parce que je compte bien être là pour les prochaines décennies, car ces vidéos je les fais aussi pour mes enfants, pour que mes enfants, lorsqu'ils auront l'âge d'investir, pourront s'inspirer de mon parcours. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.